exterminator. Je suis né en 1914 dans une maison de briques de 3 étages, bien bâtie et située dans une grande ville du Midwest. Mes parents étaient aisés. Mon père possédait et dirigeait une affaire de bois. La maison avait une pelouse sur le devant, une arrière-cour avec un jardin, une mare à poissons, le tout entouré d'une haute barrière de bois. Je me rappelle le lampiste qui allumait les réverbères à gaz dans la rue et l'énorme Lincoln noire et luisante qui nous emmenait promener le dimanche dans le parc. Tous les accessoires d'un mode de vie sûr et confortable qui a maintenant disparu à jamais. Je pourrais vous servir un de ces blablas nostalgiques à propos du vieux docteur allemand qui habitait la maison voisine et des rats qui couraient dans la cour et de la voiture électrique de ma tante et de mon crapaud favori qui vivait près de la mare à poissons. Le fait est que mes plus anciens souvenirs sont teintés d'une peur des cauchemars. J'avais peur d'être seul, et peur du noir, et peur de m'endormir à cause de rêves où une horreur surnaturelle semblait toujours sur le point de prendre forme. J'avais peur qu'un jour, en me réveillant, le rêve ne fût pas parti. Je me souviens d'avoir entendu une femme de chambre parler d'opium et dire qu'en fumer donne de beaux rêves. Et je me dis, je fumerai de l'opium quand je serai grand. Étant enfant, j'étais sujet aux hallucinations. Une fois, en me réveillant tôt le matin, je vis des petits bonhommes jouer dans le fortin que j'avais construit. Je ne ressentis aucune peur, seulement une sensation de calme et d'émerveillement. J'avais souvent une autre hallucination ou cauchemar qui concernait des animaux dans le mur et qui apparut dans le délire d'une fièvre étrange et non diagnostiquée que j'eus vers 4 ou 5 ans. On m'envoya dans une école moderne avec les futurs bons citoyens, les avocats, docteurs et hommes d'affaires d'une grande ville du Midwest. J'étais effarouché par les autres enfants et je craignais la violence physique. Une certaine petite lesbienne agressive me tirait les cheveux chaque fois qu'elle me voyait. J'aimerais aujourd'hui encore lui démolir le portrait, mais il y a des années, elle est tombée de cheval et s'est cassé le cou. Alors que j'avais 7 ans environ, mes parents décidèrent de déménager vers la banlieue pour échapper aux gens. Ils achetèrent une grande maison avec du terrain et des bois et une mare à poissons avec des écureuils au lieu de rats. Ils vécurent dans cette capsule confortable avec un jardin magnifique et coupé de tout contact avec la vie urbaine. Je suis allé dans un lycée privé. Je n'étais pas remarquablement bon ou mauvais en sport, ni brillant, ni en retard dans mes études. Les mathématiques ou tout ce qui était mécanique était mon point faible. Je n'ai jamais aimé les compétitions par équipe et je les évitais autant que possible. Je devins un tir au flanc chronique. En revanche, j'aimais pêcher, chasser et faire des balades. Je lisais plus que de coutume pour un jeune américain de cette époque et de ce milieu. Oscar Wilde, Anatole France, Baudelaire, Gide même. J'eus une liaison romantique avec un autre garçon et nous passions nos samedis à explorer les vieilles carrières, monter sur nos bicyclettes et pêchant dans les étangs et les rivières. À cette époque, je fus énormément impressionné par l'autobiographie d'un cambrioleur indiqué « You can't win ». L'auteur prétendait avoir passé une bonne partie de sa vie en prison. Cela me parut bien, comparé à la platitude de cette banlieue du Midwest, où tout contact avec la vie était coupé. Je vis en mon ami un allié, un partenaire dans le crime. Nous découvrîmes une usine abandonnée et cassâmes tous les carreaux et volâmes un burin. On nous attrapa et nos pères durent rembourser les dégâts. Après ça, mon ami me jeta, car notre relation mettait en danger sa position dans la société. Je vis qu'il n'y avait pas de compromis possible avec le groupe, avec les autres, et je me suis retrouvé très seul. Mon entourage était vide, mon adversaire se cachait, et je me laissais aller à des aventures en solo.
Mes actes criminels étaient de simples gestes, sans profit et généralement impunis. Je m'introduisais par effraction dans des maisons et je les visitais, sans rien y prendre. À vrai dire, je n'avais pas besoin d'argent. Parfois, je faisais des virées en voiture dans la campagne avec un 22 long rifle et tuais des poulets. Je semais le danger sur les routes en conduisant imprudemment, jusqu'à ce qu'un accident, dont je ressortis par miracle indemne, me fasse peur et me ramène à une prudence normale. Je suis allé à l'une des 3 grandes universités où j'ai passé une licence de littérature anglaise, par manque d'intérêt pour tout autre sujet. Je détestais l'université, et je détestais la ville où elle était située. Tout dans cet endroit était mort. L'université était un faux décor anglais, entre les mains de diplômés de faux collèges anglais. J'étais seul. Je ne connaissais personne, et les inconnus étaient considérés avec aversion par la corporation fermée des bons partis. Par hasard, je rencontrais quelques riches homosexuels appartenant à la Société homosexuelle internationale qui parcourt le monde, se retrouvant dans les boîtes homo de New York au Caire. Je vis en eux un mode de vie, un vocabulaire, des références, tout un système symbolique, comme disent les sociologues. Mais ces gens étaient pour la plupart des débiles. Et après une période initiale de fascination, j'ai lâché toute la bande. Après avoir obtenu mon diplôme sans mention, je reçus une allocation mensuelle de $150. C'était lors de la dépression, il n'y avait pas de travail, et je ne voyais de toute façon aucun métier que j'aurais aimé exercer. Je traînais en Europe pendant 1 an environ. Des restes de la déchéance d'après-guerre y subsistaient encore. Les dollars américains pouvaient acheter un bon pourcentage des habitants de l'Autriche, mâles ou femelles. C'était en 1936, et les nazis resserraient rapidement leur étau. Je revins aux États-Unis. Grâce à mon allocation, je pouvais vivre sans travailler ou faire la retape. J'étais encore coupé de la vie, comme je l'avais été dans la banlieue du Midwest. Je pris quelques cours supérieurs de psychologie et des leçons de jiu-jitsu. Je décidai de faire une psychanalyse qui dura 3 ans. Elle fit disparaître inhibition et angoisse, si bien que je pus vivre de la manière que je voulais. Une grande partie de mes progrès en cours d'analyse s'accomplit, en dépit de mon analyste, qui n'aimait pas mon orientation, comme il disait. Il finit par abandonner l'objectivité analytique et tenta de m'abuser. Je fus plus content des résultats que lui. Et bonsoir à tous, toutes et à tous. Bienvenue, alors c'était pas mon histoire, ma biographie, c'était celle de... une biographie semi-fictive de William S. Burroughs. Voilà, attendez, je vais vous afficher à l'écran, voilà. Tac. Donc, salut tout le monde. Alors, attendez, je vais peut-être remercier... je vais remercier Better Betrave, qui a pris un abonnement, qui a 19 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Et salut à tout le monde. Salut Synap, voilà, vous passez à la télé maintenant. Salut Synap, salut Eraser, salut MLK. Voilà Willou. Salut Majouk, salut Rodent, qui j'ai vu passer. Salut notre Jérém. Salut Blob Marais, bien sûr. Je crois que j'ai vu passer NJ aussi. Salut Mimixi. Et tous ceux que j'oublie peut-être, désolé. Voilà, alors ce soir, on va faire j'ai préparé un petit stream. J'ai passé beaucoup trop de temps à préparer ce stream, j'espère que ça va vous plaire. Autour de William Burroughs, donc, qui est un écrivain. Voilà, on a entendu un petit peu... un écrivain donc, du XXe siècle. On a entendu un petit peu une sorte de biographie semi-fictive, parce qu'en fait, c'est extrait d'un livre qui s'appelle Junkie. Qui est cette photo avec le gun, voilà, oui, qui est un des plus grands. Alors voilà, on va parler un peu de cet écrivain. Je vais pas faire non plus une biographie, une véritable biographie. Je pense que voilà, il y a tout sur le Wikipédia, mais ce que j'aime bien faire avec les auteurs ou les personnes que j'aime bien, c'est plutôt aller, notamment les écrivains, aller lire du mieux que je peux les textes. On va s'intéresser aussi... on va aller regarder des extraits de films, hein, notamment ça va être
ce stream, ça va être ponctué par plusieurs extraits de Naked Lunch, qui est une adaptation de Cronenberg, hein, des écrits de Burroughs. Voilà, vous avez eu un petit extrait avec l'exterminateur, un extrait du début du tout début du film. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un peu un trigger warning. J'ai mis le stream en moins de 18. Faut savoir, après j'ai sélectionné des choses, voilà, les plus Twitch safe, on va dire, mais faut savoir que voilà, c'est un écrivain. C'est assez particulier dans l'écriture, hein. C'est une écriture qui est un langage qui est hyper cru, qui est assez, qui peut être assez provocateur, assez malsain, très excessif. Donc voilà, ça peut déraper rapidement, exactement comme dirait Reza. Donc oui, voilà, si jamais vous êtes sensible à des sujets, tout ce qui peut tourner autour du meurtre, autour du sexe, autour de la drogue. Finalement, voilà. C'est pour que ça j'ai mis un trigger warning sur tout. On n'a pas trop de choses autour du suicide non plus, mais voilà, ces grandes thématiques-là qui sont autour des machines à écrire. Alors oui, on va parler de ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as une lecture de poème de Morrison par William Burroughs sur la musique des Doors? Ah mais oui, bien sûr. Et voilà, et donc au-delà d'être un écrivain, donc il a écrit, on va un peu traverser les livres qu'il a écrits, c'est aussi un peu une icône pop, parce que j'ai lu quelque chose qui était assez marrant, c'est qu'il disait que finalement c'est un écrivain qui est très connu, mais que peu de monde a lu. Parce que voilà, c'est là le livre que j'ai lu, Junkie, c'est son livre vraiment le plus accessible. Mais faut savoir qu'après, on est parti dans des choses beaucoup plus expérimentales dans l'écriture. Il a même développé certaines techniques d'écriture, hein, dont on parlera aussi. Et que dire d'autre? Voilà, il est apparu dans il a fait plein de collaborations avec des gens issus de la pop, justement, les Doors. Il y a eu des choses avec divers groupes de musique. Il a même fait un duo avec Kurt Cobain. Il a bossé avec Tom Waits, voilà, avec Ministry, exactement, on en parlera aussi. Donc rien que par son personnage, et il a une voix aussi très très particulière, hein, qui participe beaucoup, qui fait beaucoup aussi au personnage. Voilà. En tout cas, c'est une personne qui est associée à ce mouvement qu'on a appelé la Beat Generation, même si j'avais lu aussi beaucoup qui s'identifiaient pas forcément à ce mouvement-là, mais avec Kerouac et Ginsberg. Hein, c'est ce mouvement de littérature américaine qui rejette un petit peu, toute la société, qui est un peu sur des qui est sur l'idée de la liberté, de la recherche de soi, hein, de dépasser ses limites. Enfin voilà, il y a toutes ces thématiques-là, hein, qui sont là, qui sont présentes. Alors du coup, on va continuer. Avec quoi? Je me suis fait un petit déroulé. On va revoir un autre extrait donc du film de Cronenberg. J'en parlerai peut-être j'en parlerai après de ce film. C'est pour voilà, un extrait du film qui est un mélange entre les écrits de Burroughs, mais on verra que plus tard qu'en fait les Burroughs et notamment le Festinus sont inadaptables. Donc Cronenberg a mélangé des éléments de la biographie de Burroughs avec des éléments de ses récits. Et donc on va continuer avec un autre extrait de Naked Lunch. Donc voilà, âme sensible s'abstenir, même si j'ai eu du mal à trouver des extraits qui soient safe pour Twitch de ce film, mais voilà. Donc on va se regarder un petit extrait et je vous lirai ensuite un extrait du Festin nu, hein, le fameux livre iconique de William Burroughs. C'est parti.
Panorama de la cité d'Interzone. Première mesure de Bye Bye Saint-Louis-la-Ity. Brique tantôt nette, tantôt floue, intermittente. Comme un orphéon à un carrefour balayé par le vent. La pièce semble agitée de secousses et de vibrations. Le chant est la chair de races innombrables, polynésiens, mongols des hauts plateaux, nomades du désert, polyglottes levantins, indiens, et d'autres races qui ne sont même pas encore nées, pas même conçues, des combinaisons que l'on n'imagine pas encore, traversent ton corps. Migration, voyage fantastique à travers le désert de la jungle et de la montagne. Stase et mort lente au fond de vallées fermées où le fumier génital donne naissance à des plantes couvrant d'étranges crustacés qui briseront leur enveloppe humaine comme une coquille, à travers le Pacifique dans des praos accostant à l'île de Pâques. Cité composite où tous les humains en puissance sont disséminés dans le silence d'un marché qui s'étend à perte de vue. Minarets, palmiers, montagnes, jungle. Un fleuve nonchalant, grouillant de poissons féroces, de grands parcs noyés de ronces, des enfants couchés sur l'herbe s'amusent à des jeux énigmatiques. Nul dans la cité ne peut verrouiller sa porte, et quiconque le veut peut entrer n'importe où, n'importe quand. La police est dirigée par un Chinois qui se cure les dents en écoutant patiemment les dénonciations que les aliénés viennent sans cesse susurrer à son oreille. De temps à autre, il ôte le cure-dent de sa bouche et en étudie la pointe émoussée. Des mouchards, le visage lisse, hâlé et impassible, musardent aux portes cochères, jouant avec des têtes miniaturisées, pendues à leur chaîne de gilet, contemplant le vide avec une sérénité d'insectes aveugles. Derrière eux, on voit à travers les portes ouvertes des comptoirs d'acajou et des guéridons nappés, des cuisines et des salles de bain, des couples qui forniquent côte à côte sur des rangées de lits de cuivre, des milliers de hamacs enchevêtrés, des camés qui se garrottent le bras, des fumeurs d'opium ou de hashish, des gens qui se lavent et mangent et bavardent dans un nuage de fumée et de vapeur. On voit aussi des tables de jeu où l'on mise des sommes inouïes. De temps à autre, on entend le cri de désespoir d'un joueur malheureux qui doit payer sa dette en offrant sa jeunesse à un requin septuagénaire ou en devenant le lata de son adversaire. Ailleurs, on mise infiniment plus que quelques années de jeunesse ou un esclavage de lata, et des parties s'engagent dont seuls 2 joueurs au monde connaissent l'enjeu. Toutes les maisons de la cité sont accolées l'une à l'autre, cahutes de boue séchée, des montagnards mongols accroupis sur le seuil plissent des yeux dans la fumée, cabanes de bambou ou de teck, maisonnettes de torchis, de pierre ou de briques, huttes maoris et polynésiennes, abris de branchages à la fourche des arbres, roufs des bateaux à roues amarrés au bord du fleuve, grands baraquements abritant des tribus entières, galetas de planches et de tôles ondulées, dans lesquelles des vieillards dépenaillés préparent leur bouillon de méta, gigantesques plateformes de poutrelles rouillées, dressées 50 mètres au-dessus des marécages et des fossés à ordures, portant des cages accrochées à différents niveaux et des hamacs oscillant dans le vide. Des expéditions partent vers des destinations inconnues, avec des objectifs inconnus. Des étrangers débarquent avec des radeaux de fortune, faits de vieilles caisses liées avec des cordages pourris. D'autres surgissent en titubant de la jungle, les yeux disparaissant sous leur chair boursouflée de piqûres de moustiques. D'autres encore descendent des sentiers de montagne, leurs pieds ensanglantés, invisibles dans la lumière des faubourgs dans la poussière des faubourgs de la cité. Miséreux qui défèquent en randonnions, au pied des murs de torchis, vautours qui se disputent des têtes de poissons. Ceux-là tombent du ciel, suspendus à des parachutes rapiécés, atterrissent dans un jardin public. Un flic en ribote les emmène dans un chalet d'aisance pour les faire enregistrer. Les questionnaires dûment remplis sont piqués à des clous, en guise de papier hygiénique. Les graillons de toutes les cuisines du globe flottent sur la cité, mêlés à des nuages d'opium et du hashish, à la fumée résineuse et rougeâtre du yagé, au rumugle de la jungle, du goémon marin, des fleuves croupis, d'extrêmement desséchés et de sueur et d'entrecuisses. Flûte montagnarde, jazz et bebop, monocorde mongole, xylophone gitan,
tam-tam africain, cornemuse arabe. Des épidémies de meurtres ravagent la cité, et les cadavres à l'abandon dans les rues sont déchiquetés par les charognards. Des albinos clignotent des yeux dans le soleil, des vauriens perchés sur des branches d'arbres se masturbent paresseusement. Des malades rongés par des plaies mystérieuses observent les passants d'un regard lucide et démoniaque. Le café des homophages est situé sur la plage du marché. Là, on le sait, se retrouvent les amateurs de viande noire, les fonctionnaires de disciplines anachroniques et inintelligibles qui griffonnent des grimoires étrusques, les adeptes de stupéfiants encore à l'état de projet, les fourgueurs de drogues insolites, armalines trafiquées, produits synthétiques réduits à un principe d'intoxication purement cérébrale n'offrant qu'une éphémère extase végétale, décoctions destinées à conditionner les victimes promises au lata, sérum de longévité portant la griffe de Titon, et les trafiquants de marché noir de la Troisième Guerre mondiale, les exciseurs d'émotions télépathiques, les ostéopathes de l'esprit, les flics acharnés à suivre des fausses pistes sur les indications fielleuses de joueurs d'échecs paranoïdes, les fonctionnaires de services fantomatiques, les suivantes d'une lesbienne lilliputienne qui a réussi l'opération Bang Outot en suscitant une érection des poumons capable d'étrangler un ennemi assoupi, les vendeurs de machines à relaxer et d'organes en bouteille. C'est l'unité de vie sous forme de décharge électrique, base de la thérapeutique par accumulation de William Reich. Les briseurs de rêves et nostalgie exquise des cellules sensibilisées par le mal de Cam, que l'on remplace par le matériau brut de la volonté de puissance. Les médecins spécialistes de maux spécieux, épidémies couvant sous la poussière de cités en ruine, nourrissant leur virulence du sang blême des vers aveugles qui percent peu à peu l'écorce du sol et la peau de leurs hôtes humains. Maladie de la stratosphère et des bas-fonds de l'océan. Maladie cultivée en laboratoire. Maladie de la guerre atomique. Là se retrouve aussi, dans un silence bruissant, le passé inconnu et le futur qui affleure déjà. Entité larvaire guettant l'apparition de la vie. Merci pour vos interventions. Vous gérez trop là. Voilà, c'était un extrait donc du Festin nu, le roman. Quel timing incroyable. Mais Razer, il a l'habitude du gong là, à force. Et salut Cheville Tortue. Bienvenue donc dans ce stream consacré à William Burroughs. Donc oui, un petit extrait du Festin nu, après avoir vu un extrait du film. Donc voilà, pour refaire la chronologie, il y a vraiment un événement qu'on a vu dans le film, en fait, qui est vrai, qui est tiré de la vraie biographie de Burroughs, qu'a utilisé Cronenberg. C'est que William Burroughs a tué sa femme par accident en essayant d'imiter Guillaume Tell. Donc vous savez, Guillaume Tell, donc, à qui on a demandé
de tirer sur une pomme. Enfin, on a placé une pomme sur la tête de son propre fils et il a dû tirer une flèche de viser cette pomme qui était posée sur sa tête. Par accident. Et ben après, voilà. Hein. En tout cas, c'est l'événement. Donc voilà, il a fait, sauf qu'il avait un flingue. Hein. Et c'est vraiment l'événement qui a été la bascule dans sa vie et qui a fait qu'il a un peu qui s'est réfugié à fond dans la drogue, qu'il est notamment allé chercher le yahé, que j'ai mal prononcé, hein, c'est une sorte de drogue hallucinogène d'Amérique du Sud. Donc il a été aussi à Tanger, enfin il a beaucoup voyagé, il y a eu pas mal d'errances, et c'est dans cette période-là, après, dans les années qu'on suivit, qu'il a écrit le Festin nu. La drogue, alors qu'il avait une carrière toute tracée dans la police. Oui, il a travaillé même, de toute façon, je crois qu'il était détective, il avait été détective privé. C'est un autre nom pour l'ayahuasca. Le yaé, je crois. D'accord. Eh ben, je connais pas. Jamais testé. Jamais eu l'occasion. Et donc voilà, c'est un livre qui a été écrit aussi sous l'emprise de drogue, hein, de plein de drogues. Et la particularité de ce livre, donc comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il est inadaptable, puisque, bon là je vous ai lu un extrait qui s'appelait Le Marché, je crois. Oui, c'est ça, Le Marché, qui décrit un peu le marché de l'interzone. Donc on a des thématiques, hein, dans ce livre, justement, de l'interzone, une sorte de pays, un peu pays de l'Équateur ou du Moyen-Orient, voilà, un peu imaginaire. Et on est à mi-chemin entre une sorte de psychédélisme et un côté un peu de science-fiction aussi, avec des technologies et des choses très étranges. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça ? Oui, le truc, c'est que voilà, si vous prenez le Festin nu, si vous lisez le Festin nu, en fait, vous allez avoir des chapitres qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, enfin, qui n'ont pas de lien, il n'y a pas un fil conducteur, il n'y a pas une histoire commune. Même dans un chapitre, enfin, dans une section du livre, vous allez parfois passer à toute autre chose, il va y avoir des digressions totales, il va partir il était en train de vous décrire un lieu, et puis il va se mettre à parler des drogues. Tarzone, c'est un mélange entre Paris, Tanger et Mexico, où il a vécu. Pas évident à lire. Ouais, pareil, alors moi c'était vraiment... voilà, je voulais faire vraiment quelque chose autour de Burroughs, parce que j'ai pas non plus lu énormément de choses de Burroughs, parce que c'est difficile. Mais le Festin nu, ça fait vraiment partie des livres qui m'ont mis une grosse claque. Gros choc esthétique, quoi, au niveau de l'écriture et tout ça. Et il a utilisé aussi il y a des techniques d'écriture dont on va parler qui sont utilisées, qui sont là, qui décontenancent un petit peu aussi. Donc voilà, pas facile à lire, mais en tout cas, voilà, il y a des choses, il y a des thématiques qui ressortent. En tout cas, il y a cette histoire de la viande noire, une sorte de drogue qui est très recherchée. Il y a ce pays de l'interzone qui va être décrit. Il va y avoir différents quartiers de l'interzone qui sont quand même décrits. Il y a des personnages récurrents, notamment le docteur Benway. Il aurait eu de la mauvaise note dans la classe de 5e de français. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas ce qu'il a écrit le plus simple. Et par contre, oui, si vous voulez démarrer Burroughs, je vous conseille vraiment Junkie, qui est vraiment l'histoire d'un junkie qui se lit tout seul, pour le coup. Mais après, voilà, les autres sont un peu plus... un peu moins faciles. Mais on va en lire d'autres extraits, hein, d'autres... j'ai sélectionné 2 autres bouquins de Burroughs. Mais après, ça vaut au moins le coup de feuilleter un peu ça pour voir ces descriptions assez incroyables. Et voilà, on peut avoir des choses très très extrêmes et puis des choses un peu plus soft. Là, on était un peu plutôt dans le soft. On aura un texte un peu plus costaud après. Et donc, voilà, par rapport au film qu'on a vu, au film Naked Lunch de Cronenberg, Cronenberg a refait, alors je sais pas si c'est lui qui a scénarisé, qui a créé le scénario, en tout cas il y a eu une proposition de fait, si c'est lui qui a fait le scénario, voilà, comme ça au moins on
on est mieux servi que par soi-même. Et il a quand même du coup fait une histoire cohérente à partir de tous ces éléments du festin nu, en mélangeant le héros, en fait c'est Burroughs, hein, le héros du festin nu du film, qui est joué d'ailleurs par l'acteur qui joue le Peter Weller qui joue Robocop. Ça j'avais pas capté, mais en fait c'est le même acteur. Et j'ai vu qu'il avait refusé de jouer dans Robocop 3 pour faire ce film. Il a bien fait. Et donc voilà, c'est un film, c'est Cronenberg, hein, donc vous avez des créatures étranges. Là, c'était dur de trouver un extrait. J'ai pas pu vous montrer le fameux anus qui parle, parce que il y a des histoires de machines à écrire en fait qui, vous avez en fait on lui donne des missions. C'est des machines à écrire qui lui donnent des missions à faire. Et ce sont des sortes de scarabées, elles sont à moitié vivantes. Et elles ont leur bouche, c'est un anus en fait. Voilà. On reconnaît un peu ces expressions faciales. Oui, voilà. Mais de toute façon, oui, Robocop, on le voit pas trop dans son... Est-ce qu'il a un gros gun dans le festin nu, dans Naked Lunch? Non, j'ai pas suivi. J'ai loupé le fil, je pense. Mais voilà, par contre, par rapport à cette histoire d'anus parlant, d'anus qui parle, il a un petit gun au début. Oui, il reste avec un petit pistolet. Il n'a pas un gros gun comme dans Robocop. Et du coup, ça marche bien avec Cronenberg, puisqu'un anus qui parle, des espèces de trucs un peu dégueux qui se métamorphosent et tout, c'est tout à fait. Donc il y a il y a toutes les thématiques, tout le body horror, hein, il y a un peu de body horror cronenbergien dedans qui s'adapte très très bien avec ce que vous avez pu entendre, par exemple, du texte. Enfin, il y a un truc qui s'est très très bien trouvé, qui reste relativement soft en plus, je trouve, par rapport à d'autres trucs de Cronenberg, qui est plutôt regardable, hein. Finalement, même si vous êtes un peu comme moi, pas forcément à l'aise avec le body horror, c'est assez intéressant à voir. Et ça permet de rentrer finalement dans l'univers de Burroughs aussi, en tout cas du festin nu. Voilà, et la bande-son de ce film, alors qu'on n'entend pas malheureusement parce que on a entendu des petites bribes, et la bande-son est extraordinaire, c'est Howard Shore, hein, qui l'a créé. C'est une collaboration, Howard Shore, donc compositeur de musique de film, qui a fait beaucoup de films de Cronenberg, qui a fait ensuite la musique du Seigneur des Anneaux, tout ça, plein de blockbusters, mais qui a fait quasiment tous les films de Cronenberg, et Ornette Coleman qui est saxophoniste de free jazz, et donc vous avez vraiment une bande son où ça oscille entre la musique, oui voilà, ça reste assez light, Rodin, hein, tout à fait pour son film, comme film, seulement interdit aux moins de 12 ans au lieu de moins de 18. Et donc oui, il y a ce mélange entre musique symphonique et free jazz qui fonctionne aussi très très bien, puisqu'on a cette ambiance années 50, un petit peu film noir aussi, avec l'ambiance des machines à écrire et tout, qui est très très bien, qui fonctionne très bien. Il y a des trucs très très étonnants dans cette BO, donc rien que pour la BO aussi, ça vaut le coup de le voir, ce film. Il y avait justement un projet où quelqu'un avait construit un téléporteur et se trouvait malheureusement hybridé avec un anus. C'est ça. Non, il y a du lien. Howard Shore, ses débuts au modulaire, ses musiques des premiers films de Cronenberg. Voilà, mais toutes les musiques sont extraordinaires, hein. Donc oui, ça vaut vraiment le coup d'œil. De toute façon, on aura un dernier extrait. Je vous montrerai à la fin du film, hein, je vous préviens. Je vous préviendrai avant, si jamais vous voulez le voir. Voilà, il faudra fermer les yeux à ce moment-là. Et sinon, donc j'avais trouvé... Voilà, vous êtes sûrement déçus de ne pas avoir d'anus qui parle, mais je vous propose, vous ai trouvé une petite lecture de ce passage de l'anus qui parle, parce que c'est dans le festin nu aussi. Donc comme quoi vous voyez qu'il y a vraiment des passages qui n'ont rien à voir. Lu par, pas n'importe qui, par Frank Zappa. Alors malheureusement j'ai pas sous-titré, j'ai pas tout traduit en français parce que là c'était la galère. Comme je disais, j'ai fait des petits sous-titres maison pour les extraits du festin nu. Le festanus. Ça pourrait être proposition de titre alternatif, effectivement, Cheville Tortue. Donc voilà, j'ai trouvé
un extrait d'une lecture donc de Frank Zappa, ce qui est assez rare, hein, parce que comme il le dit lui-même, euh, il n'était pas non plus un grand lecteur, mais il avait adoré Le Festin nu, et donc il va lire cet extrait. Donc je crois que c'était lors d'une Nova Convention, une sorte de festival, alors autour de Borough, hein, si j'ai bien compris le principe, ou en tout cas de la musique expérimentale, des arts expérimentaux, qu'il a eu ça. Donc ça date de quand? Très bonne question, je sais même pas. Je dirais que ça date des années 80. Et j'ai fait un petit... C'est très Zappa de pas lire beaucoup, mais ton kiff, c'est Le Festin nu. Oui, voilà, c'est un peu dans la logique du personnage. Euh, j'ai fait un petit... j'ai mis un petit peu de musique aussi de Frank Zappa, hein, en fond. Donc j'essaierai de vous... On fera un petit résumé si vous parlez pas bien l'anglais, si vous lisez pas bien l'anglais, à la fin de l'extrait. Voilà. Et puis donc il y a le morceau The Girl in the Manism Dress qui passe, désolé pour l'accent, qui passe en fond également, qui est composé avec le synclavier, hein, donc une petite musique de Zappa qui, je trouve que ça collait bien avec l'ambiance. Donc voilà, c'est parti pour The Talking Asshole, lu par Frank Zappa. Did I ever tell you about the man who taught his asshole to talk? His whole abdomen would move up and down, you dig, farting out the words. It was unlike anything I ever heard. This ass talk had a sort of gut frequency. It hit you right down there like you gotta go. You know when the old colon gives you the elbow and it feels sort of cold inside, and you know all you have to do is turn loose? Well, this talking hit you right down there. A bubbly, thick, stagnant sound. A sound you could smell. This man worked for a carnival, you dig. And to start with, it was like a novelty ventriloquist act. Real funny, too, at first. He had a number he called the Better O. That was a scream, I tell you. I forget most of it, but it was clever, like, "Oh, I say, are you still down there, old thing?" Nah, I had to go relieve myself. After a while, the ass started talking on its own. He would go in without anything prepared, and his ass would ad-lib and toss the gags back at him every time. Then it developed sort of teeth-like little raspy, incurving hooks and started eating. He thought this was cute at first and built an act around it, but the asshole would eat its way through his pants and start talking on the street, shouting out it wanted equal rights. It would get drunk, too, and have crying jags. Nobody loved it and it wanted to be kissed, same as any other mouth. Finally, it talked all the time, day and night. You could hear him for blocks screaming at it to shut up and beating it with his fist and sticking candles up it. But nothing did any good, and the asshole said to him, "It's you who will shut up in the end. Not me, because we don't need you around here anymore. I can talk and eat and shit." After that, he began waking up in the morning with a transparent jelly like a tadpole's tail all over his mouth. This jelly was what the scientists call UNDT, undifferentiated tissue, which can grow into any kind of flesh on the human body. He would tear it off his mouth and the pieces would stick to his hands like burning gasoline jelly and grow anywhere on him. Grow anywhere on him a glob of it fell. So finally his mouth sealed over, and the whole head would have amputated spontaneous. Did you know there is a condition occurs in parts of Africa and only among Negroes where the little toe amputates spontaneously? Except for the eyes, you dig? That's the one thing the asshole couldn't do was see. It needed the eyes. But nerve connections were blocked and infiltrated and atrophied, so the brain couldn't give orders anymore. It was trapped in the skull, sealed off. For a while, you could see the silent, helpless suffering of the brain behind the eyes. Then finally, the brain must have died because the eyes went out, and there was no more feeling in them than a crab's eye on the end of a stalk.
Voilà, bon, on a eu un petit N-word, pardon, que j'ai essayé d'enlever, moi, du texte du festin nu que je disais tout à l'heure. Donc voilà, petite histoire. Hein. Là, c'est presque du... Il y a aussi la façon de lire de Zappa, mais on est presque dans du burlesque, un peu. En mélange entre burlesque et body horror. Donc, petit résumé, donc c'est... je suis en train de réfléchir comment résumer ça. C'est quelqu'un donc qui a un ventriloque à la base. On voit qu'il s'amuse en le lisant, bien sûr, mais c'est tout à fait le genre de texte qu'aurait pu avoir dans ses chansons de Zappa. Voilà. Il était beaucoup dans le truc un peu scato, un peu à la con. Un ventriloque qui apprend à son anus à parler. Sauf que l'anus veut prendre son indépendance. Il développe des petites dents et il se met à crier qu'il veut des droits comme tout le monde. Et il peut manger également, et donc il finit par totalement prendre le contrôle. Et la personne, donc le ventriloque, se réveille un matin avec une sorte de gelée sur la bouche. Sa bouche finit par être scellée. Et c'est l'anus qui va prendre le contrôle de tout son corps. Et à la fin, il disait qu'au bout d'un moment, même le cerveau se débranche. La seule chose dont avait besoin l'anus, c'était de voir, puisqu'il n'avait pas d'yeux. Mais sinon, on n'avait pas besoin du reste du corps. Voilà, c'est du viand punk, ouais, une sorte... Voilà, après, vous pouvez le retrouver dans le festin nu, hein, ce petit extrait. Je l'ai pas retrouvé d'ailleurs en feuilletant, là. Mais voilà, c'est quelque part dans le festin nu, entre deux paragraphes. Donc voilà, c'est deux aspects de ce livre, hein, à la fois des trucs des trucs bien trash, mais en même temps du burlesque. Il y a une mélange c'est des choses toujours très excessives, hein, dans les descriptions et dans les situations. Voilà pour ce Naked Lunch. On va aller voir un autre livre, un autre extrait que je vais vous lire. Mais auparavant, je voulais vous parler d'une technique qu'a développée Burroughs, qu'il n'a pas forcément inventé, mais qui a été beaucoup réutilisée. C'est la technique du cut-up. Donc une technique d'écriture qu'il a beaucoup utilisée et qui a été utilisée après par plein de personnes. J'ai vu notamment des vidéos avec Bowie qui utilise ce principe-là pour écrire ses paroles. Je viens de voir le titre de Trigger Warning 2. Ah bah oui, ça c'est Trigger Warning 2. Comme ça, on est prévenu. Bah, c'est Trigger Warning, oui, toutes les choses. Si vous êtes un peu sensible sur des sujets, sur un sujet, voilà. C'est peut-être pas pour vous, même si j'ai beaucoup édulcoré, j'essaie de sélectionner des choses les plus abordables. Qu'est-ce que je disais ? Oui, alors la technique du cut-up, donc ça va être de prendre, il prenait par exemple des journaux, il découpait le texte des journaux en plusieurs sections, qui réagençait pour former un nouveau texte, et à partir de là, il pouvait réécrire des choses. J'ai trouvé une petite vidéo qui est pas mal du tout, qui résume un peu ça, qui est un peu illustrée, qui est très sympa, qu'on va se regarder. C'est où ? C'est là. Hop. Now, these experiments started not on tape recorders, but on paper. In 1959, Brian Geisen said that writing is 50 years behind painting, and applied the montage technique to words on a page. And this technique had already been used in painting at that time for 50 years. It was, in fact, kind of old hat in painting. Brian copied out phrases from newspapers and magazines, voilà, donc il prend des phrases de magazines, and cut these selections into pieces and rearranged the fragments at random. Qui réarrange. And these cut-up experiments appeared in Minutes to Go in 1959. When you experiment with cut-ups over a period of time, you find that some of the cut-ups and rearranged text seem to refer to future events.
I cut up an article written by John Paul Getty and got, "It's a bad thing to sue your own father." This was a rearrangement and wasn't in the original text. And a year later, one of his sons did sue him. We had no explanation for this at the time, it just suggesting the press, when you cut into the present, the future leaks out. Donc voilà, il y a un côté intéressant où il explique que ce qu'il a... Bon, voilà, c'est le côté un peu mystique de Burroughs, c'est qu'il explique que des choses qu'il a trouvées par cette technique du cut-up, donc en mélangeant des mots et en trouvant des nouvelles phrases, se sont réalisées. Voilà. Donc il y a un côté un peu prophétique avec cette technique. But we simply accepted it and continued the experiments. The next step was cut-ups on the tape recorder. Et voilà, donc après, il a fait les mêmes expériences avec des machines à bande, puisque dans les années 50, c'était des magnétophones à bande qu'on utilisait. Donc, de la même façon qu'on découpe des textes, on peut aussi découper des bandes et les réagencer comme on souhaite. And Brian was the first to take this obvious step. Now, here are some tapes which Brian made with all the technical facilities of the BBC in London. And they show, I think, what can be done with a human voice and one phrase. C'est un peu l'ancêtre du YouTube Poop, ouais. All active calling all Est-ce que ça reactive donne agents. Calling all active agents calling all active agents calling all active agents calling all agents reactive calling all reagents active. All agents active, calling all agents reactive, calling all active agents, calling all agents active, calling reagents active, all, calling reactive, all agents, calling all reactive agents, calling active, all reagents, calling agents, all reactive, agents active, calling all reactive, calling agents, calling, re-all calling active agents, re-all active agents calling, re-all agents active calling, re-all calling active agents, agents calling all reactive, agents calling re-all active, agents calling active all re-agents calling all active re-agents calling reactive all agents calling active re-all reactive agents all calling reactive agents all calling reactive calling. La vidéo est très cool aussi. Recalling all active agents. Recalling active agents all. Recalling agents active all. Voilà, Matti Ninimaki. Je crois qu'il y a une chaîne YouTube. Hop. J'essaie de vous mettre le lien. Voilà. Voilà le lien vers la vidéo originale dans le chat. Tchouk. Donc voilà, et il y a même des comment dire, une sorte de programme, une sorte de logiciel qui existe pour faire son propre cut-up avec n'importe quel texte. Voilà. Donc après, moi, ce que je voulais m'amuser à faire, c'était voir si on pouvait faire du cut-up avec le chat. Je voulais voir si je copie, par exemple, un peu du chat. Après, on va avoir les pseudos, hein, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on va essayer ça. Alors, attendez. Hop. Je vais vous mettre le lien là vers cette petit truc à cut-up. Voir si on a des trucs un peu prophétiques qui arrivent. La cut-up machine, voilà. Hop, voilà. Bon, après, c'est un randomiseur de texte. Hein. Ça a été cité comme inspiration pour les YouTube Poop. Bon, ben ouais. Burroughs est un peu une référence pour les hackers et informaticiens des années 70-80 à cause d'un de ses textes, dit Electronic Revolution. Et oui, qu'on va lire tout à l'heure. Spoiler. Alors, donc voilà, j'ai mis, je ne sais pas si vous voyez bien.
Non, c'est pas très centré mon truc. J'ai mis plein de mots du chat, un petit extrait du chat, et on va voir ce que ça donne si je le cut up. Bon, après, il va y avoir beaucoup faudrait pouvoir extraire le texte du chat en... Comment dire juste les phrases, sans avoir les pseudos, parce qu'on va avoir plein de pseudos. Je vais essayer de le lire sans lire les pseudos. Puberov, Filon anarchiste, genre pas moi, Arthur à l'ancêtre. Fini un 2, je lisant une allumée M. Astro West, 5e Cronenberg de Cronenberg et ce chat, mais reste là, modérateur. C'est bien kiff l'ayahuasca, c'est bien noté l'absurde. Écrivain, musique monolithe, festin s'amuse, l'anus Astro West, de Burroughs, John Dison écrit un autre punk. YouTube en vie comme expression. Fait ville accidentellement français depuis le jeu depuis. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme phrase intéressante? Que du monolithe, c'était en moi, Rodent. Il peut, oui, mélange pour reconvertir monolithe. Bon, on a beaucoup de monolithes. Hein. Tout ce horreur toujours poupe. Attendez, je cherche d'autres choses. C'est hacker l'imagerie, l'interzone, Tanger, peu informaticien. Bon voilà, il y a des choses intéressantes. Ouais, on n'est pas extraordinaire parce que le problème c'est qu'on est pollué par les enfin on est pollué, façon de parler. Il faudrait avoir les phrases seules. J'essaierai de faire ça. Je récupérerai le chat et puis j'essaierai de vous faire un petit texte avec. On verra ce que ça donne. Alors du coup, il y a eu des expérimentations qui ont été faites aussi en vidéo, hein, sur le cut-up, et par Burroughs lui-même avec un cinéaste qui s'appelle Anthony Balch, et il a fait un film qui s'appelle tout simplement The Cut-Ups en 66. J'ai testé avec du Baudelaire, c'est pas fameux. Bon. Oui, voilà, ça demande à être... Vaut mieux le faire à la main, en découpant le papier, je pense que ça fonctionne mieux. Alors, je vais pas vous montrer le film en entier, mais sachez qu'il dure 19 minutes, et on est vraiment à base, donc c'est du cut-up, mais aussi avec de la vidéo, avec des bandes vidéo, donc vous allez avec des passages très très répétitifs. Donc on va se regarder la fin de ce film, The Cuts Up. Après, je vous mettrai le lien si vous voulez vous faire un trip et vous regardez les 20 minutes du film en entier. C'est une expérience, je pense. Oui, c'était pas totalement du hasard. Mais il y avait quand même, voilà, il y avait une part d'aléatoire, mais évidemment, il sélectionnait, je pense. Peut-être qu'avec ton lien, le découpage se faisait mot par mot, ce qui marche pas bien. Ben, c'est ça. Faudrait imprimer le chat. Écoutez, je sais pas, je chercherai les outils qu'il faut. Allez, c'est parti pour le Cut-Ups de 1966. Un moment bien expérimental. Hello? Yes, hello. 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 Yes, hello.
Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, Yes, hello. 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 Yes, Yes, hello. 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 hello. Yes, hello. Yes, hello. Yes, Yes, hello. hello. Yes, Yes, hello. hello. Yes, Yes, hello. hello. Yes, hello. Yes, Yes, hello. hello. Yes, Yes, hello. Yes, Yes, hello. Yes, Yes, hello. Look at that Yes. picture. Very good. Thank you. Voilà. Et celle-là, ouais, c'est tout ce que j'entends. Mais du coup, ça fait penser un peu effectivement, aux minimalistes. Hein. Ça fait penser à Philip Glass, tout ça, qui ont fait des collages. Il y a des trucs qui peuvent être très très proches. Donc ça fonctionne, c'est validé. Hein. Vous en avez une petite série, il y a de films cut-up comme ça. Si vous recherchez, vous les trouverez, je pense, avec le lien dessus que je vous ai donné, qui sont intéressants. Regardez, les autres sont un peu plus courts. Alors, du coup, on va continuer avec je vais vous lire un autre extrait d'un autre livre de Burroughs, un autre des grands livres qui a inspiré beaucoup, rien que par son titre, beaucoup de choses, c'est La machine molle. Hop. C'est La machine molle parce que on a deux groupes qui sont nommés, deux groupes de rock psyché progressif des années 70 plutôt, qui sont Soft Machine et Matching Mole. On attaque le bizarre, ouais, c'est ça. Soft Machine et Matching Mole. Donc Soft Machine qui est la traduction qui est le nom original de la machine molle. Et ce qui est drôle, c'est le nom Matching Mole qui est une sorte de jeu de mots avec la phonétique de machine molle en français. Et ça donne Matching Mole avec M-O-L-E. Donc c'est des taupes qui correspondent, les taupes identiques. Je ne sais pas comment on peut traduire ça. Mais voilà, qui sont deux groupes avec Robert Wyatt dedans, grand musicien. On ne pourra pas en écouter malheureusement, toujours pour les histoires de ne pas se faire muter ni avoir des problèmes avec les ayants droit, mais je vous invite bien sûr à écouter ces deux ensembles. Top Inambour, exactement, Sina. Alors on va se lire un extrait, je vais vous lire un truc un peu plus trash qui s'appelle Agent public. Extrait donc de La machine molle. Je vais vous mettre un petit morceau en fond. Petite ambiance, voilà. Agent public. Je suis un agent public et je ne sais pas pour qui je travaille. Je reçois mes instructions d'affiches, de journaux, de bribes de conversation que je dérobe dans l'atmosphère comme un vautour arrache les entrailles d'autres bouches. De toute façon, je ne réussis pas à mettre mes travaux à jour et pour le moment je suis astreint à intercepter les films bleus de James Dean avant que les choses n'atteignent ces PD qui maintiennent une attitude James Dean, qui, aussi longtemps que cet agent se frayera un chemin à travers les salons de coiffure, les chiottes du métro, les ciné pince-fesses et les bains turcs, ne sera jamais un agent légal ni exempt de narcotiques. Le premier cas de la journée, je l'ai cloué dans un pissoir du métro. Pute de tentouse, ai-je crié. Je t'apprendrai à saloper mon bordel de viande et comment. Et je l'ai déglandé avec un gant de fer et son visage s'est ratatiné comme un melon pourri. Puis je l'ai frappé en plein poumon et le sang a jailli de son nez, de sa bouche, de ses yeux éclaboussant. 3 banlieusards tapis de l'autre côté de la chambre
dans des pardessus de gabardine sur des costumes de flanelle grise. La tentouse cassée, étendue avec sa tête damnant la pisse qui ruisselait sur son visage et tout l'urinoir était rose-noir de son sang. J'ai fait de l'œil au banlieusard. Je les sens ces putes de pédales. Et j'ai reniflé un avertissement. S'il y a quelque chose de plus bas qu'un PD, c'est bien un brin de putain d'herbe. Vous seriez pas le genre de gars qui se retournerait pour baver sur les joyeuses d'un pote, hein? Ils se sont arrangés par terre comme les 3 singes. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Je vois que vous êtes des autres, dis-je chaleureusement, et je suis allé dans les corridors où des écoliers se pourchassaient avec des machettes, des cris garçons joyeux et des fusils à air comprimé faisaient écho dans les cavernes de mosaïque. J'ai poussé la porte du bain turc et surpris une fiotte brandissant une érection déformée dans la chambre de vapeur, et instantanément je l'ai étranglée avec une serviette savonneuse. Je devais faire mon rapport. J'étais maigre maintenant. Presque pas assez de force dans ma chair qui se ravalait pour en finir avec cette fiotte fatiguée. Grelottant, j'ai remis mes vêtements. Haletant, je suis entré dans le drugstore du terminus. Minuit moins 5. Juste 5 minutes pour tapiner. Je suis allé vers le veilleur de nuit, lui ai balancé une pièce d'étain. La pisse lui dégoulinait sur le visage. C'est pas pour qui je travaille. J'ai le mien dans mon sang, journaux et bribes. Je peux les entendre baiser dans l'atmosphère comme un vautour le fait. De toute façon, putain d'herbe, je l'ai déglandé avec la chambre en fer et étranglé comme un melon pourri. Puis j'ai dû faire mon rapport. J'étais le sang qui jaillissait de sa bouche, son nez cher ravalé pour en finir. De l'autre côté de la chambre, mes vêtements s'étaient tapis, costume de flanelle grise, grelottant sous le drugstore du terminus. Je suis un agent public, et tout l'urinoir rose pâle, instruction de la rue. J'ai fait de l'œil au banlieusard. Conversation dérobée des PD. J'ai reniflé un avertissement. C'était un brin à mettre le jour. PD maintiennent le plancher comme les 3 singes. Ciné pince fesses et turc à nous, dis-je chaleureusement. Et j'ai marché, agent de narcotique exempt. Garçon cool se pourchassait avec le premier de la journée. Vers un bain turc. Et t'es surpris, putain de tentouse. Un gant serviette savonneuse l'a frappé en plein poumon. Et ses yeux jaillirent. Ping! Et je suis sorti dans les pardessus de gabardine. 5 minutes jusqu'à cette tentouse cassée. Département du Trésor, ai-je dit. J'aimerais vérifier votre inventaire de stupéfiants et vos ordonnances. Quelle quantité délivrez-vous, jeune homme? Secouant la tête et poussant tous les flacons de cam et les ordonnances dans ma sacoche. Je déteste voir un jeune homme paumer son ordonnance vie. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour toi, à condition que tu prennes la cure de renonce. Je promets n'importe quoi. J'ai une femme et des gosses. Me fais pas faux bon, c'est tout. Suis sorti et suis entré droit dans les gogues du restaurant chinois. Tête de ligne. Un endroit tranquille et une très mauvaise nourriture. Mais alors quel chiri pour un camé. Bien sûr, j'ai rempli ma fiche au vieil hôtel de 1001. Vous pouvez pénétrer dans le hall sortant du métro et je me suis trompé de chambre. Une partouze d'éther avec ma cigarette allumée. Le poumon de chacun explosa 6 personnages mecs et gonzesses. J'ai reçu un visage nichon plat de côte et gras de gorge. Simple routine. Poursuivons l'enquête. Turbin. J'ai marché le dessus gabardine était sur lui. La tentouse cassée. Puisse ruisselant sur son visage. J'aimerais vérifier votre inventeur narcotique. J'ai le mien de son sang. Quantité tu emploies, jeune homme? Je peux les sentir baisant tous les flacons de cam et des ordonnances. De toute façon, putain d'herbe. Voir un jeune homme paumer ça et l'étrangler comme de la pourriture. Faire quelque chose pour toi dans le sang. Faux bon de cure de renonce jusqu'à la fin. Costume de flanelle grise sous tous les agents publics de l'autobus à la rue. Ciné pince fesses et me suis trompé de chambre chaleureusement. Lumière et poumons exempts. Et yeux, veilleurs de nuit, jaillissent et jettent un brin de par-dessus. 5 minutes au département du Trésor, ai-je dit. Secouant ma tête et poussant l'atmosphère comme les vautours le font avec ma sacoche. Je déteste les déglander avec la chambre en fer ordonnance vie. Peut-être suis-je melon. J'ai dû te vérifier. Promets-moi de lui enlever la bouche, nez, chair ravalée. Je promets n'importe quoi. Grelottant et tapis dans mes vêtements, je m'en vais. Suis sorti et ai reçu des instructions rose pâle, terminus et banlieusard chinois. J'ai frappé dans les poumons, simple routine. Poursuivons l'enquête. Un mot sur mon travail. Résultat humain a été mandé par le Home Office. Erreur d'ingénieur, vous savez.
Ce travail, je l'enlève des étagères, c'est mon blot. Les modèles individuels ne nous intéressent pas, mais dans le moule, le coffrage humain. Ceci doit être cassé. Vous n'en verrez jamais de vivants ici sur la terre des hommes libres. Trop de patrouilles. C'est un territoire emmerdant, à moins que vous aimiez tirer sur un cygne dans un puisard. Naturellement, il y a les mecs en marge. Les jeunes que j'aime pas spécialement. Cochons longs, je les nomme. Mais fait une fleur et fait mollo, me nourrissant de la haine et de la peur du sujet, et la blanche suinte quand elle craque, savoureuse comme une pince de homard. Je déteste énucléer, car les yeux sont mes trous d'eau. On m'appelle le grossiste en viande, entre autres choses. J'ai fait des affaires avec l'Égyptien. Mon temps filait mollo. Assis dans un café mosaïque avec des étagères en pierre le long des murs et des pots de sirop colorés, suçotant une boisson lourde et verte. J'ai besoin de temps pour traire, ai-je dit. Il me dévisagea, ses yeux mangeant des trous érogènes. Son visage se transforma en érection et devint violet. Nous sommes sortis dans le terrain vague derrière le café, nus à un poil près. Homme blanc tué à distance. Connais pas la réponse et toi. Dan marque de trac dans chaque visage. Mort prend le dessus. Personne n'aima autant danser que Red. Dansons, dit-il. L'ordonnance pour la merde. Voici, messieurs. Et j'ai vu qu'il était chargé Bézef. Hors jeu et de retour à Moscou pour la liquidation. J'avais affaire avec le gypsien. Trac dans chaque rein. Ordonnance pour la boisson lourde. Ses yeux eurent une érection et détournèrent les fluves et devinrent des camées de terrain vague. Mon temps filait ses dernières graines noires. Voilà, c'était donc Agent public, extrait de La machine molle de William Burroughs. Et donc voilà, on entend l'histoire du cut-up, les fameuses techniques cut-up. Donc on a ça aussi des fois dans le festin nu. Dans le festin nu, vous avez même des fois des paragraphes qui reviennent, des paragraphes entiers qui reviennent à des moments. Et ça fait un effet super bizarre. Là, on est presque dans de la poésie, dans un truc très... Enfin voilà, on garde une ambiance, on a une ambiance générale, et à partir de là, tout le texte est déconstruit, on a des choses qui reviennent, il y a des sortes de réminiscences, et c'est assez... ça a un effet assez impressionnant, je trouve. Et merci Citronus pour le follow. Bienvenue à toi. Et bienvenue d'ailleurs Mamma Mia Discothèque Discothèque K-en-en. Ça déface, c'est du Steve Reich. Ouais, c'est ça. C'était sur la vidéo d'avant, effectivement. Donc voilà, technique du cut-up qui a été réutilisée donc, par Bowie, par plein d'artistes en fait. Hein. D'autres écrivains également. Qui a été modifié, perfectionné. Voilà. Et donc je voulais terminer avec une dernière petite lecture. Alors je sais pas si je vous montre pas. Je vais faire une petite pause de lecture parce que là c'est assez vénère à lire. Je vais vous faire un petit reveal d'une vidéo que j'ai fait autour d'une sorte d'hommage musical à William Burroughs. Alors les Patreons, les adhérents à mon Patreon ont déjà vu cette vidéo. Mais voilà, c'est une vidéo que je vais publier après sur ma chaîne YouTube. La Machine Molle, c'est un des livres de la trilogie Nova. Oui. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Hop. De Trélance qu'il a écrit plus difficile, tant thématiquement que par l'écriture. Oui, c'est très dur. Moi, j'ai pas réussi. J'ai décroché de La Machine Molle, mais c'est intéressant. Voilà. C'est vraiment une expérimentation, pour le coup. Ça fait penser aux techniques qu'on peut utiliser dans le sampling, finalement, quand tu slices ces sons pour reconstruire un truc différent. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, et ça donne des choses assez intéressantes. Et puis, on garde quand même... ça donne une cohérence, en fait, au texte. Et une ambiance. On n'est plus après dans forcément le sens des mots et des phrases, mais on garde des éléments, il y a des éléments qui reviennent comme ça, et on garde cette ambiance générale, souvent lourde, hein, on va pas se mentir, souvent lourde et pesante, et assez violente.
Mais oui, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est une vidéo qui pour l'instant s'appelle Naked Lunch. Voilà, je n'ai pas été original. Et qui est un hommage, donc, vous allez donc voir une machine à écrire musicale. Hein, petite expérimentation. C'est parti. Voilà. Et merci pour vos petits mots. J'avoue que je me suis pris la tête avec cette vidéo. Voilà, donc l'idée, vous l'avez vu, c'était de relier, ça a été de relier une machine à écrire par le son, puisque on a à la fois le son mécanique qui va déclencher en fait des sons électroniques. Hein. Donc, et finalement, ça a été presque ça a fait comme un truc, presque une boîte à rythme, quoi. Puisque les reliés, on voit un petit peu on voyait un petit peu chaque impact en fait déclencher une note différente, une note random hein, sur le synthé modulaire, avec toute une programmation derrière. Voilà. Eh bien, merci, c'est bien gentil. Donc, moi, je vais le poster dans la semaine peut-être maintenant, sur YouTube. Allez, soyons fous. Du live posting. Je vais l'uploader en tout cas. Sur YouTube, et il sera en ligne dans la semaine. C'est le MacGyver. Alors là, oui, je pense que ça va un peu loin. Je pense que c'est un des trucs qui est parti le plus loin que j'ai pu faire, mais voilà. Pas facile pour le live après. Mais ça serait assez marrant d'utiliser une machine à écrire en live. Comme ça. Pour un live Burroughs. Je ne sais pas. Concert Burroughs. Ah, et merci. Oui, je me suis... Merci pour l'image aussi. C'est vrai que j'ai essayé de faire des petits éclairages. C'est totalement MacGyver. Hein. J'assume le côté bricolage. Mais j'aime bien. Ça serait une sorte de machine à écrire MIDI. Ouais, on pourrait dire ça. Je sais pas, c'est pas déclenché, il y a pas... L'idéal serait que chaque touche fasse une note différente. Mais bon, ce n'est pas encore le cas. Il faudrait un capteur différent sur chaque touche et ça serait affreux. Mais bon. Pour info, il avait écrit... Oui, alors tout à fait pour Burroughs, très très... Bonne remarque. Il a écrit un scénario pour un film qui s'appelle Blade Runner.
après, son scénar n'avait rien à voir, mais le titre, alors j'ai lu un super doc que je vous conseille, un bouquin qui s'appelle Rockyrama, c'est des magazines de cinéma, et ils ont fait un hors-série Blade Runner qui est hallucinant. Moi qui suis fanatique de ce film, Blade Runner, c'est hallucinant. Et effectivement, il parle de cette histoire de Blade Runner, du titre Blade Runner, et ça a été vraiment emprunté au au scénario de Burroughs. Alors c'est pas Ridley Scott directement, mais c'est son scénariste. Alors il y a eu plusieurs scénaristes. Autour du film. C'est un des trucs. C'est un film qui a eu un parcours vachement chaotique. Et un des scénaristes a été prendre ce titre-là. Donc oui. Ouais, je pense alors je sais plus, il y en a plusieurs. Il y a Don O'Bannon, il y a Rogers quelque chose. J'ai plus les titres, mais je pourrais rechercher ça si ça t'intéresse, Rodent. Je pourrais essayer de rechercher ce passage-là. Mais donc oui, ça vient de là. Après, le film en lui-même c'était comme ce que vous avez pu entendre de Burroughs, vous imaginez un peu la teneur du film. Mais voilà. C'était une inspiration voulue et directe. Et je pense qu'ils ont payé ça a été fait, ils ont payé des droits à Burroughs et tout pour ça. On va se remettre un petit extrait de Naked Lunch. Bon, peut-être qu'on se fera ça pour le final. Je vais vous lire un petit extrait d'un autre livre, justement, dont parlait Rodent un peu plus tôt. Et on terminera avec le final de Naked Lunch. Voilà. Tu dois l'avoir quelque part. Ouais, j'imagine, c'est le genre de livre que tu lis. C'est un livre qui s'appelle Révolution électronique. Et qui est assez intéressant. Bon, on est à mi-chemin entre... je vais vous afficher ça. C'est chez Alia, une édition, un éditeur que j'adore, qui font des petits livres, pas très longs, parce que moi j'ai l'angoisse du livre trop long, du pavé que j'arrive jamais à finir. Donc là, c'est des tout petits livres, la plupart du temps, et souvent intéressants. Et donc ils ont ressorti ce bouquin en français, une traduction française de Révolution électronique. Et il y a des choses assez intéressantes. Donc à mi-chemin, oui, il va y avoir c'est des expérimentations, des propositions autour de l'électronique, notamment autour des magnétos à bande, par rapport au son, aux expériences du son et tout. Ouais, il y a tout un truc musical aussi chez Alia. Il y a des entretiens entre John Cage. Il y a des bouquins de John Cage qui ont été traduits, l'autobio de John Cage. Il y a même un entretien, John Cage et... comment il s'appelle ? Celui qui fait Morton Feldman, qui est super bien. Enfin voilà, des trucs assez rares, un peu de niche, on va pas se mentir, mais qui ont le mérite d'avoir été traduits et qui sont... Voilà, c'est pas mal pour les gens qui sont pas forcément à l'aise pour lire les trucs originaux. Ils sont allés chercher des trucs, quoi... Voilà, donc je vais vous lire un petit extrait parce qu'il y a des choses. Il parle des masses médias, il parle de la pouvoir de manipulation par les fausses informations, et je trouve que il y a des trucs qui résonnent un peu quand même avec ce qui peut se passer maintenant sur nos bons vieux réseaux sociaux. Alors, est-ce que j'avais un petit son d'ambiance fait avec le synthé Bento, qui est un synthé expérimental, informatique, synthé virtuel. Voilà. On est bien là tout de suite. Donc, révolution électronique. Dans La Génération Invisible, publié pour la première fois dans IT et dans Los Angeles Free Press en 1966, et réimprimé dans The Job, je considère le potentiel de milliers de personnes avec des magnétophones, portatifs et fixes,
Des messages transmis comme par des tam-tams. Une parodie du discours du président qui monterait et descendrait des balcons, entrerait et sortirait par des fenêtres ouvertes, à travers les murs, par-dessus les cours, qui serait repris par des chiens en aboyant, par des clochards en grommelant, musique, circulation descendant des rues balayées par le vent, traversant les parcs et les terrains de foot. L'illusion est une arme révolutionnaire. Je voudrais indiquer certaines utilisations spécifiques des bandes préenregistrées et découpées, cut-up, jouées dans la rue, comme arme révolutionnaire. Pour répandre de fausses nouvelles. Mettez dehors à l'heure de pointe 10 opérateurs avec des enregistrements soigneusement préparés et notez la vitesse à laquelle la nouvelle se répand. On ne sait pas où on l'a entendu, mais on l'a entendu. Pour discréditer les adversaires. Prenez un discours enregistré de Wallace. Intercalez bégaiement, tout éternuement, hoquet, grognement, hurlement de douleur, gênement de peur, bredouillement apoplectique, des bruits d'idiots bavants et radotants, effets sonores sexuels et animaux, et jouez-le dans la rue, le métro, les gares, les parcs, les meetings politiques. Comme arme de première ligne, pour produire et faire escalader les émeutes. Cette opération n'a rien de mystique. Les effets sonores d'une émeute peuvent créer une émeute véritable en situation d'émeute. Des sifflets de police enregistrés attireront les flics. Des coups de fusil enregistrés, et ils sortent de leurs fusils à eux. Mon Dieu, il nous tue. Plus tard, un garde dit « J'ai entendu tirer des coups et j'ai vu tomber mon copain, la figure couverte de sang. Paraît qu'il avait reçu une pierre lancée d'une fronde. Et j'ai pensé « Eh bien, on y est. Mercredi sanglant, une Amérique abasourdie compta 23 morts et 32 blessés, dont 6 gravement. Voilà une situation pré-émeute tout à fait banale. On a demandé aux protestataires de manifester paisiblement, aux policiers et aux gardes d'agir avec calme. 10 magnétophones attachés au corps sous la veste jouent et enregistrent, contrôlés par des badges à la boutonnière. On a préenregistré des effets sonores des émeutes à Chicago, Paris, Mexico City, Kent, Ohio. Si on ajuste les niveaux sonores des enregistrements selon les niveaux sonores environnants, tout passera inaperçu. La police bouscule les manifestants. Les opérateurs convergent. Jouent Chicago, enregistrent, rejouent, avancent toujours. Ça s'échauffe, il y a un flic par terre qui gémit. Cœur perçant d'enregistrements de cris de porc qu'on égorge et de gémissements parodiés. Pourrait-on réduire une émeute en enregistrant le flic le plus calme et les manifestants les plus raisonnables ? Peut-être. Il est cependant plus facile de commencer des histoires que de les arrêter. Je ne fais qu'indiquer qu'on peut utiliser un cut-up au magnétophone comme arme. Ils intercalent au hasard Chicago, Paris, Mexico City, Kent, Ohio, parmi les effets sonores environnement, et voici un cut-up. Comme arme à longue portée pour brouiller et infirmer les lignes d'association posées par les masses médias. Le contrôle des masses médias est assuré en posant des lignes d'association. Quand on coupe ces lignes, on brise les liens d'association. Le président Johnson a fait éruption dans un appartement chic, a tenu au bout de son fusil 3 bonnes à 30 km au nord de Saigon hier. On peut couper la ligne de rumeur des masses médias et, avec magnétophone, transmettre dans la rue la ligne de rumeur transformée. Considérant la ligne de rumeur de la presse quotidienne, elle décolle avec les journaux du matin, des milliers de gens qui lisent les mêmes mots, qui rotent, mastiquent, jurent, gloussent, réagissent devant les mêmes mots, de façon différente bien sûr. Une proposition d'éloge de l'action de M. Callaghan parce qu'il a interdit le tour de cricket de l'Afrique du Sud a gâché le petit déjeuner du colonel. Tous réagissent d'une façon ou d'une autre devant ce monde en papier d'événements invisibles qui se fait partie intégrale de votre réalité. Vous remarquerez que cette opération est constamment soumise à une juxtaposition du hasard. Exactement quelle réclame avez-vous vu dans la station de métro en levant les yeux du journal ? Qui est arrivé pendant que vous lisiez votre lettre dans The Times ? Que lisiez-vous quand votre femme a cassé une assiette dans la cuisine ? Un monde irréel en papier est cependant tout à fait réel parce qu'il se passe en vérité. Ligne de rumeurs de France Soir TV. Concentrez-vous sur des milliers de gens qui regardent tous en même temps Jess James ou le Virginian. Ligne de rumeurs internationale de la revue d'information hebdomadaire qui est toujours datée d'une semaine en avance. Avez-vous remarqué que figurer sur la couverture de Time c'était recevoir le baiser de la mort ? Madame Nu était là au moment de la mort de son mari et la chute de son gouvernement. Verwoerd était sur la couverture du Time quand un ver solitaire du diable a transmis l'ordre de sa mort par un messager de ce journal.
Lisez la Bible, était réservé, pas de vice, vous connaissez le genre. Le vieux solide, demandez des nouvelles. Mélangez-y donc des actualités, des pièces télévisées, des cours de la bourse. Merci beaucoup pour le sub Sianmo. Mélangez-y donc des actualités, des pièces télévisées, des cours de la bourse, de la publicité et transmettez dans la rue des lignes de rumeurs transformées. La presse underground représente la seule opposition efficace à une puissance grandissante et aux techniques les plus sophistiquées utilisées par les mass médias de l'establishment pour falsifier, dénaturer, citer à faux, écarter comme ridicule a priori ou simplement ignorer et effacer pour toujours des données, des livres, des découvertes qu'ils jugent nuisibles aux intérêts de l'establishment. Je suggère que la presse underground puisse remplir cette fonction bien plus efficacement en utilisant les techniques de cut-up. Préparez par exemple des cut-up de déclarations réactionnaires les plus laides que vous puissiez trouver et entourez-les d'images très laides. Maintenant, donnez le traitement radoter, baver, bruit d'animaux et transmettez sur la ligne des rumeurs par magnétophone. Dans chaque numéro, éditez une page de brouillage faite avec les transcriptions d'un cut-up enregistré d'actualités de radio et de TV. Transmettez les enregistrements sur la ligne de rumeurs avant que le journal ne soit dans les kiosques. Vous vous sentez tout drôle en voyant un grand titre qui vient de tourner dans votre cerveau. La presse underground pourrait, en ajoutant à leur publicité une ligne de rumeurs, créer un service de publicité unique. Au produit, on intercale des chansons pop, puis des slogans publicitaires et des rengaines publicitaires d'autres produits et on ramasse les ventes. Celui qui doute de la réussite de ces techniques n'a qu'à les tester. Ces techniques sont utilisées par la CIA et par les agents d'autres pays. Il y a 10 ans, ils faisaient systématiquement les enregistrements de rue dans chaque arrondissement de Paris. Je me rappelle l'homme de la Voix d'Amérique à Tanger et une pièce remplie de magnétophones et on entendait des bruits bizarres à travers le mur. Se tenait à l'écart, bonjour dans le hall. On ne permettait personne d'entrer dans cette pièce, pas même à une Fatima. Bien sûr, il y a plusieurs détails techniques tels que des micros tournants de longue portée. Quand on insère à l'appel à la prière des grognements de porc, il ne vaut mieux pas se promener au marché avec un magnétophone portatif. Bon, on va s'arrêter là. Parce qu'après, bon, on part dans un... Donc c'était un extrait de Révolution électronique, mais qui parle en tout cas de la manipulation et je voulais juste virer ça. Bon, on peut même peut-être ça. Comment on peut déformer les informations et les manipuler et comment ça peut être perçu. Après, il va même assez loin là-dedans en disant qu'on peut transmettre des virus par la parole. Il semble assez visionnaire ce texte. Voilà, à la fois visionnaire et à la fois ça part... des fois, ça part complètement... Voilà, c'est Burroughs, quoi. Dans des théories complètement hallucinantes. Mais il y a des trucs intéressants. Voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais on est beaucoup sur de l'anticipation et en tout cas, il y a des choses qui résonnent qui sont assez impressionnantes sur ce qu'on va appeler après les fake news et tout ça, le fait de ce système d'amplification, de déformation qui se passe vraiment pour de vrai en fait. Hein, voilà. Voilà, donc je voulais terminer avec cette petite lecture, donc ce petit texte Révolution électronique de Burroughs, qui donc d'après Rodent a inspiré pas mal de hackers aussi bien Ballard que dit qu'on reconnu l'influence de Burroughs. Honnêtement, ça se voit bien sûr. Ouais, Burroughs dit qu'on est dans le même combat, hein, je pense, dans les théories paranoïaques d'anticipation. On est quand même dans cette même ambiance, hein, clairement. Parfois jusqu'au truc mental un peu... jusqu'à la paranoïa un peu de l'extrême, quoi. Mais oui, clairement, on est proche. Voilà, et je voudrais terminer ce stream, du coup, par par la fin de Naked Lunch, du film Naked Lunch, par Cronenberg. Donc on a vu le début, on a vu un extrait, une scène marquante. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez le voir, ne regardez pas. Après, c'est pas non plus une fin
Enfin, si, c'est quand même une fin qui est assez importante. Mais disons qu'il n'y a pas un spoil d'un élément de l'histoire. Au contraire, c'est un truc un peu à part de l'histoire. Voilà, alors j'ai préparé des petits drones de synthé quand même pour accompagner tout ça. Qui sont là. Oula. Noyés dans la réverb. À la fois pour faire un peu de musique sur le film et aussi pour pas avoir de problème avec les ayants droit. Donc voilà, spoiler à fond, c'est la fin du film Naked Lunch de David Cronenberg. Alors, attendez, faut que je vire ça, voilà. Oui, j'ai jonglé avec le volume du son. C'est pour éviter d'avoir trop de strike sur la musique du film, qui est excellente, hein, mais que malheureusement je peux pas trop passer, que j'évite de trop passer. Voilà, donc je l'ai remplacé par des petits drones de synthé. Donc c'était la fin du film, oui, comme la série de Pacom Thielman. La fin du film de Naked Lunch de Cronenberg. Et ben oui, après, voilà. Vous à réécouter, vous le réécouterez avec la bande originale. Je vous invite à voir ce film donc, pour un peu rentrer dans l'univers de Burroughs. Ce sera très très bien. Voilà. Et ça conclut donc ce stream autour de Burroughs. Voilà, j'espère, je ne sais pas si c'est un auteur que vous connaissiez. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent au final, qui avaient lu au moins le Naked Lunch. Mais n'hésitez pas à plonger là-dedans. En tout cas, c'est un univers très particulier, très sombre, assez sombre, mais assez paranoïaque aussi. Mais il y a un vrai, c'est très hyper prenant et c'est complètement unique. Et puis ça a été vraiment une influence en fait. Hein, voilà, c'est beaucoup ce qui ressort de ça. C'est une influence pour plein d'autres artistes, pour toute la science-fiction, tout un pan de la science-fiction vient un peu de là aussi. Je connaissais principalement grâce à Kerouac. Voilà, moi après, pour le coup, Kerouac et Ginsberg et tout, j'ai jamais lu. Ça n'a jamais été trop mon truc. Et oui, mais pas mal d'humour aussi. Il y a un côté un peu burlesque, un peu grand guignol aussi hein, dans ses écrits. C'est pas un truc sombre, c'est sombre dans le sens trash, on va dire. Très très trash, mais pas forcément, qui plombe ou qui est triste. Voilà, donc ça m'a bien fait plaisir de partager ça avec vous. On termine ce grand cycle qui avait été démarré avec Kafka. On avait fait Kafka, on avait fait Philippe K. Dick dans les écrivains. Je ne sais pas s'il y a d'autres écrivains aussi qui me tiennent autant à cœur et à qui je pourrais m'attaquer en stream. Mais en tout cas, pour moi, voilà, on a fait les Ballard perso. Ouais. En tout cas, voilà, il y a un petit cycle qui se ferme comme ça avec Burroughs au niveau de ces streams. Après, bien sûr, je vais continuer à préparer des petites choses thématiques. Il y a un truc de prévu cet été. On essaie de se prévoir quelque chose avec Agar, pour ne rien vous cacher. Un stream thématique aussi autour d'une série, un truc qui regroupe romans, films et même jeux vidéo, qui va être assez sympa à faire. Un Murakami, je connais pas assez. Teaser qui hype, ouais. Et voilà.
Rendez-vous, est-ce que je tease également une vraie concrétisation d'un projet avec Agar, d'ailleurs, qui va voir le jour vraiment en live aussi, pour septembre, voilà, c'est un deuxième teaser. Voilà. Et donc ouais, cet été, je sais pas trop niveau stream, je vais tenter des trucs comme d'habitude, peut-être à faire un peu de lecture ou du jeu vidéo aussi, continuer parce qu'il y a quand même on avait attaqué Myst et FIF également. Noël Malware a sorti son nouveau jeu aujourd'hui. Oui, il faut que je le fasse. J'ai même pas, j'avoue, j'ai honte, mais j'ai même pas encore fait le précédent qui avait l'air très très bien. J'ai juste pas eu le temps de me mettre dessus. Voilà, donc si vous souhaitez, pour soutenir mes streams, donc je mettrai le replay sur YouTube de ce stream là. Vous pouvez me soutenir. J'ai un Patreon. Si vous souhaitez avoir de la musique inédite, vous pouvez aussi me payer un petit café si ce stream vous a plu avec ce lien Ko-fi. Et après, si vous voulez me soutenir sur le long terme, que vous croyez, que vous voulez investir dans du Arthur Le Liéré, vous pouvez aussi vous inscrire sur Patreon. Voilà. Une petite surprise pour la fin, un petit clin d'œil pour terminer le live. Je vous laisserai là-dessus. Donc, il faut savoir que Burroughs, à la fin de sa vie, il a développé une technique d'art, il s'est plus tourné vers la peinture et les arts graphiques, et il faisait de l'art à la carabine, c'est-à-dire qu'il tirait sur des peintures ou sur des panneaux et tout avec sa carabine. C'était une sorte d'œuvre d'art comme ça, qui créait comme ça. La carabine. Donc on va voir des extraits de cette forme d'art qu'il a créée à la fin de sa vie dans un clip de Ministry, et oui, un groupe de métal Indus, qui en fait a fait une collab dans un clip avec lui, où on va voir je vous ai mis le petit extrait de Burroughs qui tire à la carabine, et c'est assez fort, c'est assez chouette, et ça marche bien sur la musique de Ministry. Voilà, ça va dépoter, je pense. Attention les oreilles, et je vous souhaite une bonne soirée. On fera une petite... Voilà, je fais de la peinture à la carabine, peinture au pistolet. Vous restez donc pour un petit raid. On va voir qui est là, mais on va essayer de faire un raid peut-être chez Vox Sinistra. On va voir qui est là. Je crois qu'il y a un peu aller sur un stream musical pour la suite, je pense. Voilà. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Merci pour les follow, merci juste d'avoir regardé aussi. Merci pour les follow. Merci pour les abonnements. Et donc à très bientôt. Allez, bonne soirée à vous.